Bonjour les gars et les filles. Colonisation 2. En particulier aujourd'hui, nous parlerons de la colonisation espagnole en Amérique. Tout d'abord, au regard de cette carte. C'est une carte de 1700. Nous sommes en 1500. Mais, disons, ça nous aide à voir quels sont les pays européens qui ont joué un rôle principal de colonisation. Tout d'abord, l'Espagne. Les premiers qui partent et qui vont coloniser, ce sont les Espagnols. Ils vont faire vraiment la partie des protagonistes. Ils vont prendre le plus de terres, les plus belles, les plus grandes. Puis, vous savez que l'autre pays, c'est le Portugal. On verra pourquoi le Portugal vont prendre le Brésil. Plus tard que seulement, presque un siècle après, la France et l'Angleterre colonisent aussi. Mais les terres les plus belles au sud sont déjà prises par les Espagnols, donc ils devront aller plus au nord. La France, vous savez, aura le Canada, et l'Angleterre, ce qui est la côte occidentale. À part ces quatre empires coloniaux, il y a eu aussi une tentative, une première colonisation faite par les Hollandais. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont succombé sous l'attaque des Britanniques. Mais vous savez que le premier nom de la ville de New York, c'était Nouvelle-Amsterdam, parce que ça avait été fondé par les Hollandais. Alors, premier mot-clé. Aujourd'hui, on parle donc de la colonisation espagnole. Le traité de Tordesillas. Encore que, avant de définir le traité de Tordesillas, encore, on va regarder des cartes. Alors, Tordesillas est un petit village, il est encore un petit village qui se trouve au milieu de la Castille, le nord de l'Espagne. Mais c'est là que les diplomates espagnols et portugais, à la présence d'autres du pape Alexandre VI, un pape très particulier, beaucoup plus politicien qu'homme de religion, d'accord, font un pacte à Tordesillas, ce village-là, qui aura un impact immense sur la suite de l'histoire. Peu de pactes, peu de traités ont eu un tel ensemble de conséquences sur l'histoire. On verra tantôt. On regarde aussi cette carte parce qu'il y a certains endroits qui est important de reconnaître. Cet ensemble d'îles au large du Maroc et du Sahara occidental aujourd'hui s'appelle les îles Canarias, qui appartiennent encore à l'Espagne, c'est une partie de l'Espagne. C'est là que Christophe Colomb, quand il a fait son premier voyage, il a fait escale pour aller vers l'ouest. D'accord, son dernier ravitaillement d'eau et de nourriture de son bateau. Et puis il s'est rendu là parce qu'il savait qu'il y avait des vents qui allaient vers l'ouest, et donc que le bateau serait allé rapidement vers l'ouest. Et voilà pourquoi il est arrivé aux Bahamas, initiant toute l'aventure de l'Amérique. Mais il y a un autre archipel qui c'est important de connaître, que ce sont les îles du Cap-Vert, qui se trouvent ici, au large aujourd'hui du Sénégal. Les îles du Cap-Vert, qui étaient, administrées par les Portugais, étaient très importantes parce que c'était l'endroit, avant la découverte de l'Amérique, c'était l'endroit le plus occidental qu'on connaissait. Voyez-vous, où il se trouve ici. D'accord. Après ça, on ne connaissait pas le reste du monde avant les voyages de Christophe Colomb. Bon, alors, le traité de Tordesillas. Regardez la date. Qu'est-ce que ça vous... Cette date-là est toute proche d'une autre date célèbre. Linda. L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. Je suis trompé de nom, mais la réponse est bonne. Alors que 2 ans plus tard, c'était même pas 2 ans que Christophe Colomb était arrivé en Amérique. D'accord? Or que, et là, il se retrouve, l'Espagne et le Portugal. Il y avait déjà une compétition, une dispute. Les Portugais étaient des grands navigateurs, des gens qui exploraient.
Là, ils se sont rendus compte qu'il y a de nouvelles terres. Oui, ils ne savent pas que l'Amérique existe. Mais ils savent que Christophe Colomb l'a aussi rendu, il y a des populations, des terres belles, fertiles, chaudes, où il y a, oui, des populations indigènes, mais qu'ils considèrent sauvages. Non? Et donc, ils décident de ne pas se faire de la compétition pour explorer et coloniser cette terre. Alors qu'ils font un traité. Ils vont dire, on va tracer une ligne. D'accord? Alors, regardez cette carte. À l'époque, ils connaissaient l'Europe et l'Afrique. Mais tout ce qui était Amérique, c'était dans le noir. C'était inconnu. Hein? Je ne sais pas si vous avez fait certains jeux de stratégie. Hein? Il faut conquérir le monde entier à un moment donné. On commence à faire un village, mais on connaît juste ce qu'il y a autour du village. Puis il faut, tout le reste de la carte est dans le noir. On ne sait pas s'il y a d'autres villes, s'il y a des ennemis, on ne sait pas s'il y a des ressources. Non? Mais ici et là, il y a quelques spots. D'accord, qu'on sait. Or, ici, l'Amérique, imaginez la carte, l'Amérique était toute dans le noir. Seulement, il y avait quelques spots éclairés ici, au niveau des Antilles. D'accord, Cuba, Hispaniola, les Bahamas, un peu la Floride, non? Que Christophe Colomb avait, avec ces deux voyages qu'il avait fait, il avait informé, et d'autres explorateurs. Tout est dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les îles du Cap-Vert, qui se trouvent ici, 1770 km plus à l'ouest, là, on va tracer une ligne dans le noir de la carte. Et ils vont se mettre d'accord. Tout ce qui est à l'ouest de cette ligne, ça revient aux Espagnols. Tout ce qui est à l'est de cette ligne, ça revient aux Portugais. Donc les Espagnols doivent explorer, prendre possession, exploiter, christianiser, coloniser tout ce qui est à l'ouest. Les Portugais, tout ce qui est à l'est, la même tâche. D'accord? Et donc, par cette carte, vous voyez où c'était la ligne, hein, vraiment une ligne dans la carte noire, vous voyez pourquoi le Brésil a été colonisé par les Portugais. Parce que la pointe du Brésil se retrouve à l'est de la ligne. Ils ont commencé à coloniser là. Quelques questions, Yanis? Mais là, la ligne est en plein milieu du Brésil. Oui, ben, ils ont commencé à coloniser la partie sur la côte. Ici, la carte, c'est 1700. Plus tard, ils sont allés à l'intérieur. Hein. Comme vous voyez, en 1700, l'intérieur du continent, c'était encore inconnu. Ceux qui colonisaient, c'était vraiment la côte, ceux qui étaient près de la mer. Et c'est quoi les kilomètres depuis Quelle distance aux autres, ils calculaient en lieu. Sur 300 km, c'était 1770 km à l'ouest des îles du Cap-Vert. Pourquoi l'île du Cap-Vert? Parce que c'était l'endroit le plus occidental connu. Et Raphaël, les cavaliers. Dans le fond, ils connaissaient, ils étaient vraiment pas sûrs parce que là, les Portugais sont arnaqués. Les Portugais ont quand même trouvé. Pourquoi c'était un Portugais qui a trouvé la voie maritime pour l'Inde? À cause du traité de Tordesillas. Les Espagnols allaient de plus en plus vers l'ouest, mais les Portugais ont trouvé l'Inde, Vasco de Gama, qui a contourné, d'accord? Et donc, c'est sûr que les Espagnols ont eu la partie la plus grande. Et James. L'Espagne et le Portugal. Et il y avait le pape Alexandre VI qui faisait un peu comme le notaire. Alexandre VI Borgia, un pape tout à fait particulier. Hein. Bon politicien, mais terrible comme pape. D'une immoralité, peut-être le plus immoraux de tous les papes qu'on a documentés. Alors, oui, Amélie. Exact. Et comme vous voyez, tout le reste est touché. Aujourd'hui, on comprend pourquoi le Brésil est le seul pays de l'Amérique du Sud qui parle espagnol et pourquoi le Brésil est seulement au portugais et tout le reste aux Espagnols.
Il faut savoir que les Espagnols avaient colonisé beaucoup plus de ce qui est après. Ceux qui aujourd'hui sont les États du sud-ouest des États-Unis, si vous l'avez remarqué, ils ont un nom espagnol qui est capable de me faire un exemple. Oui. C'est une ville. Los Angeles, Californie, oui. Texas, j'ai le nom en espagnol, oui. Nouveau-Mexique. Nuevo México, Arizona, Colorado, Florida. Florida, ça veut dire florissante, non? Puis plus tard, les États-Unis ont conquis ces territoires-là au Mexique, quand c'était devenu, autant les États-Unis que le Mexique étaient devenus indépendants. Bon, prochain mot-clé. Les conquistadores. Conquistadores, ce sont les chefs armés qui ont réalisé les conquêtes. Même en français, on l'appelle avec le nom espagnol, conquistador, ou conquistadores si on le met au pluriel en espagnol. Alors que ces gens-là, c'était des mercenaires. Ce n'étaient pas vraiment les soldats du roi. C'était des gens qui faisaient la guerre de profession pour être payés. D'accord. Puis, à un moment donné, ils avaient moins de guerre en Espagne, et alors qu'ils ont commencé à rêver de faire des conquêtes dans le nouveau monde qui de plus en plus apparaissait dans les cartes. Le nouveau monde que désormais on appelait Amérique. La conscience que c'était un continent, c'était clair. Donc, ils vont demander au roi d'Espagne l'autorisation d'aller en Amérique. D'accord, en tant qu'Espagnol, et commencer la colonisation. Ils vont et qui est le roi d'Espagne? Charles Quint, d'accord, qui avait le titre de premier, Carlos I, c'était 5 de l'Empire premier de la dynastie d'Espagne, non? Et premier Charles. Ok, Charles Quint n'avait pas beaucoup de temps de s'occuper du Nouveau Monde, donc il leur donne la concession, il leur donne l'autorisation d'y aller là. Et quand les conquistadores arrivent, les premiers impacts ont été pacifiques, mais ils ont tourné rapidement à la guerre. Or, il y a beaucoup de ces conquistadores. Chacun des anciennes colonies espagnoles est relié au nom d'un de ces conquérants. Nous, il faut qu'on en retienne 2, d'accord, de ceux-là. Un, c'est Hernán Cortés. Son nom est relié au Mexique, c'est le conquistador du Mexique, et l'autre c'est Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, qui est relié au Pérou. C'est lui qui a fait la conquête du Pérou. Hernán Cortés a réalisé sa conquête en 1521 et Francisco Pizarro a réalisé sa conquête en 1533. Donc, comme vous voyez, ont été les premières conquêtes des Espagnols. Or, les deux ont fait des conquêtes rapides et surprenantes sur ces deux civilisations précolombiennes dont nous avons déjà parlé, les Aztèques et les Incas. D'accord? Hernán Cortés, il disposait seulement de 1600 soldats espagnols, 16 chevaux et 16 canons. Fois 16, 1600, 16. D'accord? Francisco Pizarro, encore moins. Rien d'autre que 300 hommes. Donc, avec des forces si limitées, ils ont fait chuter ces civilisations-là. D'accord? Que conquête rapide et surprenante. Nous avons déjà dit dans le cours précédent pourquoi. Quels sont les facteurs faciles. Erika. Oui, ils avaient des canons, des fusils, des armures. Hein? Les flèches des Amérindiens ne pénétraient pas leurs armures. C'est vrai, donc une supériorité technologique dans les armes. Mais aussi, Raphaël, il y avait un autre facteur, Yanis. Non, la guerre.
Oui. L'organisation sociale. Non. Tous ceux qui étaient soumis aux Aztèques se sont ralliés aux Espagnols. Ah, Donc 1600 étaient les Espagnols, mais après ça, il y avait des milliers, des milliers, des milliers de guerriers, d'accord, qui ne supportaient plus la domination des Aztèques, qui étaient terribles, ils faisaient des sacrifices humains, qui les exploitaient, d'accord. Donc quand les Espagnols sont arrivés, ils se sont ralliés. Donc 1600, c'était les Espagnols. Mais qui sait combien il y en avait parmi les Amérindiens qui donnaient leur support, comprenez-vous? Donc tout le monde s'est coalisé avec les Espagnols. Et auprès des Incas, ça s'est passé plus ou moins la même chose, d'accord? Or, donc, retenez ceci, la raison de ces conquêtes rapides et surprenantes, un, c'est la supériorité technologique dans les armes, et meilleure stratégie aussi de guerre. Deuxième, c'est parce que ceux qui étaient soumis par les Aztèques se sont coalisés avec les Espagnols. D'accord? Ils se sont ralliés. Alors que, une dernière chose qu'il faut dire, c'est que les conquistadors sont passés à l'histoire pour leur conquête, mais aussi pour leur cruauté. D'accord? Et pour les massacres qu'ils ont faits, pour les trahisons, pour l'avidité. Une anecdote le montre très bien. Tous les Péruviens le connaissent, ils le racontent tout le temps. Quand les Espagnols ont fait prisonnier l'empereur Inca, ils l'ont enfermé dans une pièce qui était la moitié de ce local, et ils lui ont dit, donne à tes hommes l'ordre de ramener ici de l'or, tout l'or qu'ils sont capables de ramasser. Puis quand on aura rempli cette pièce jusqu'à ta taille, on va te libérer. Bon, et c'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont ramené toutes sortes de bijoux, toutes sortes d'objets en or, une valeur immense. Imaginez Francisco Pizarro et les autres, comment ils s'étaient enrichis. Bon, une fois que l'or a atteint la taille de l'empereur, ils l'ont tué. Au lieu de le libérer, ils l'ont tué. Une terrible trahison, une terrible avidité. Prochain mot-clé, l'organisation. Or, une fois faites les conquêtes, il faut organiser ces nouveaux territoires, ces colonies. Quand Charles Quint est informé de la brutalité de ces grands conquistadores, il va les mettre à l'écart. Maintenant, vous avez fait conquête, bien, je vous remercie, mais je préfère mettre là quelqu'un qui aime un peu plus ces gens qui se trouvent là. D'accord? Et alors que la couronne espagnole va gouverner ces territoires-là à travers des envoyés, des émissaires du roi, que dans toutes les colonies on appelle gouverneurs. Il va y avoir des gouverneurs qui, dans l'Empire espagnol, ils ont un nom particulier. On les appelle les vice-rois. D'accord? Ces envoyés du roi qui gouvernent la colonie. Or, les vice-rois, ils ont le mandat de la part du roi d'Espagne, l'empereur Charles Quint, le mandat de développer le commerce avec la métropole, donc développer la production, le commerce. Mais déjà, Charles Quint recommande le respect des autochtones. Ne faites pas comme Francisco Pizarro a fait, comme Cortés a fait. D'accord? Et ils doivent exploiter évidemment les ressources, l'agriculture, mais aussi les mines, car ils se sont rendus compte que surtout au Pérou, il y a beaucoup de mines d'or et d'argent. Bon, prochain mot-clé, l'élément principal de l'organisation espagnole, ce sont ces entreprises qu'on appelle encomiendas. Les encomiendas s'inspiraient beaucoup des fiefs qu'il y avait en Espagne. Vous savez, il y avait encore le régime féodal en Europe. Donc, il y avait les paysans qui cultivaient la terre sous les autorités des seigneurs, des nobles. Alors que les Espagnols exportent, plus tard les Français feront la même chose, exportent le même modèle dans les colonies. Ils envoient
un colon, un espagnol, envoyé par la couronne espagnole, l'autorité espagnole, et à lui on confie une encomienda, c'est-à-dire que encomienda c'est souvent des fermes ou des mines, d'accord, et doivent faire travailler les Amérindiens, los indios, comme on les appelle en espagnol, il faut faire travailler los indios, comme en Europe, les seigneurs organisent le travail des paysans. D'accord? C'était le même modèle. Mais l'encomiendas n'était pas une propriété du colon. Le colon était un gérant. D'accord? Mais fini son mandat, il était censé de rendre l'encomiendas. D'accord? Ceci était un peu l'organisation. Et en plus, évidemment, il devait favoriser la diffusion du christianisme. Or, ceci était le projet. Bon, pas bon, etc. Mais nous savons qu'il y a eu énormément d'abus, énormément d'illégalité. Toute la colonisation espagnole a été caractérisée par le fait que les lois qu'on faisait en Espagne, protection des Amérindiens, on ne les respectait pas. D'accord? Donc, ces colons qui gèrent les encomiendas se sont démontrés d'être des exploiteurs terribles, dans certains cas jusqu'à la mort des Amérindiens, les indios, que les autres avaient accepté leurs conditions assez facilement, assez docilement, parce que déjà, quand il y avait les Incas, l'empereur Inca, ils vivaient de la même façon. Simplement, ils avaient changé de patron. Avant, ils étaient exploités par ce 1% qui avait le pouvoir politique, et maintenant, ils sont soumis aux Espagnols, mais ils travaillent de la même façon. De l'autre aussi, les colons vont s'approprier. D'accord? Au lieu de les rendre, ils vont les transmettre la propriété des encomiendas de père en fils en héritage, donc ils vont s'approprier des encomiendas. Question? Oui. Mais le roi a ordonné le respect des Amérindiens. Mais leur a aussi dit de faire travailler les Amérindiens. Oui. Donc finalement, c'est pas du respect. Et c'était la même chose pour les paysans en Europe. Oui, mais D'accord. c'est pas leur... Oui, aux autres, les Amérindiens n'étaient pas capables de travailler comme des travailleurs autonomes. D'accord, des gens à travailler à contrat. Aux autres, c'était des gens habitués à travailler sous l'autorité d'un chef qui disait tout ce qu'ils devaient faire, qui s'appropriait tout ce qu'ils produisaient, qui décidait tout de leur vie. Quand ils arrivent, les Espagnols vont utiliser ces gens-là comme les autres avaient utilisé avant. D'accord? Il va y avoir des gens qui se scandalisent de la condition des Amérindiens. Mais ça encore, ça va être des Espagnols, ils ne vont pas être des Amérindiens. On verra. Oui. C'est les gouverneurs. Dans l'Empire espagnol, les gouverneurs, on les appelle vicerois, viceroy. Là, on va parler d'un personnage particulier qui s'appelle Bartolomé de las Casas. Il arrive dans une des colonies espagnoles, la Colombie, en tant que colon. Et lui, il était fils d'un des marins du premier voyage de Christophe Colomb. Non? Donc, partenait, disons, certains avantages. Mais lui, il pense vraiment comme on disait en Espagne, vous développez la production, le commerce, et faites travailler les Amérindiens, mais essayez aussi de faire améliorer leurs conditions de vie. Ceci, c'était le mandat. Mais quand il se rend en Colombie, il se rend compte que les Amérindiens sont exploités de façon brutale. Et alors, il démissionne, il abandonne l'encomiendas et il reçoit une vocation religieuse. Il devient religieux, dominicain, un frère dominicain. Et quelques temps plus tard, il sera nommé évêque, le premier évêque chrétien, le premier évêque catholique dans toute l'histoire des Amériques. Or, il passera toute sa vie à dénoncer les abus des exploiteurs espagnols sur les Amérindiens.
le non-respect des lois. Et il fera plusieurs voyages en Espagne auprès des autorités pour réclamer des lois de protection des Amérindiens. Et il va les obtenir. Mais son résultat plus grand de ces voyages, c'est qu'il est allé voir le pape de l'époque, qui s'appelle Paul III, un des premiers papes de la réforme catholique, un pape qui avait décidé, après la réforme protestante, avait décidé de remettre de l'ordre à l'intérieur de l'Église catholique. Et Paul III, sur recommandation, sous les informations de Bartolomé de las Casas, il fait une proclamation officielle pour tous les chrétiens, où il affirme l'égalité et la pleine dignité de tous les êtres humains. La pleine dignité de tous les êtres humains. Pourquoi cette déclaration-là est très importante? Pour nous, aujourd'hui, c'est comme quelque chose d'acquis, j'espère. Nous sommes tous égaux et nous avons tous la même dignité. Une égalité dans la dignité, parce qu'en plein d'autres choses, on est différents. Mais dans la dignité, on est tous égaux. J'espère que c'est un principe que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ces exploiteurs qui étaient dans les colonies, d'accord, prétendaient que les Amérindiens n'étaient pas des humains comme les autres, qu'ils étaient des sous-humains, presque comme des animaux. Pourquoi ceci? Parce que comme on exploite les animaux, on n'a pas de sens moral. Comme on exploite le bœuf, le cheval, on ne se fait pas trop de scrupules parce qu'ils sont des bêtes. De la même façon, on peut demander à ces gens-là de travailler. Maintenant, ils ne peuvent plus dire que ceci. S'ils le disent, leur pensée, leur opinion est condamnée. Le pape a dit qu'ils sont des humains comme les autres. Ils ont une dignité, ils ont droit à un respect à leur dignité. Beaucoup continueront à les exploiter de la même façon, mais ils vont avoir mauvaise conscience. D'accord? Ils ne pourront plus légitimer leur exploitation de cette façon. D'accord? Amélie. Donc, Paul, c'est le pape de qui déjà? De quelle ville? Pape de Rome. Le pape, c'est toujours le pape de Rome. Il n'y a pas de pape d'autres villes. Et il a fait quoi en fait? Il a fait quoi dans lequel il y a une l'égalité et la dignité? Est-ce que c'est une règle? Plus fort, s'il te plaît. Il a fait quoi? Quand il a donné l'égalité et la dignité, il a fait quoi? Il a fait une règle? Ben, plus règle. A dit que ceux-là n'étaient pas des sous-humains, mais c'était des humains. On ne peut pas dire parce qu'ils sont des indios qui comptent moins que les autres. Non, non, ils sont des humains. Ils ont droit au respect comme tous les humains. Oui. Donc, Bartolomé de las Casas, il faisait partie de ceux qui dirigeaient les encomiendas. Au départ. Et ensuite, quand il s'est rendu compte des inégalités, il est devenu évêque. Religieux, quand il est devenu évêque. Non, quand il s'est rendu compte de comment on abusait des Amérindiens, il a abandonné son encomiendas et il est devenu religieux, puis évêque. Et en tant que religieux évêque, il va dénoncer, va faire mettre au courant en Europe des abus qu'on fait en Amérique. Il va réclamer, il va lutter pour défendre et avoir de meilleures conditions pour les Amérindiens. Évangélisation, prochain mot-clé. Donc, l'évangélisation était la raison officielle. L'évangélisation, la christianisation, la raison officielle de la colonisation espagnole. Officielle. Pour certains, c'était des façades, pour d'autres, ils y croyaient vraiment. D'accord? Et nous savons que le vrai moteur, c'était le désir de s'enrichir, que le commerce, la production, l'exploitation de l'or. Mais les Espagnols déclarent, nous allons en Amérique, nous entrons en contact avec cette population pour leur amener l'évangile, le christianisme. Et effectivement, auprès des Amérindiens, il y a beaucoup de conversions. Et il ne faut pas penser qu'ils ont été obligés à se convertir.
C'est sûr qu'il y a eu ça a été favorisé, d'accord, la conversion au christianisme, mais elle s'est faite quand même dans une certaine liberté, d'accord. Or, avec le christianisme arrive une certaine façon de concevoir la personne et la famille, par exemple, la société qu'on a en Europe. On va avoir les familles monogames, on va avoir une certaine instruction de base. Et puis, aux colonies espagnoles, il va y avoir aussi beaucoup de missionnaires, des religieux, d'accord, qui vont vivre là pour évangéliser, pour annoncer l'évangile aux Amérindiens, d'accord. Donc, voilà les deux types d'Espagnols qui vont en Amérique. Il y a le type exploiteur, là qui, avec habilité, veut s'enrichir le plus rapidement possible, qui gère les encomiendas. Mais il y a aussi le type missionnaire, pour qui le christianisme n'est pas une question de façade, mais il y croit beaucoup. Et effectivement, leur approche avec les Amérindiens, l'approche aux Amérindiens est très, très différente. Prochain mot-clé, les réductions. Voilà l'approche des missionnaires, surtout des jésuites. D'autres ordres comme les franciscains aussi, les dominicains l'ont fait. Les réductions sont aussi des entreprises agricoles, ce sont des fermes. Des fermes mises en place par les missionnaires. Évidemment, le travail ici est très différent par rapport aux encomiendas. Ici, ces lois de protection, on les respecte. Les Amérindiens travaillent, oui, mais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils travaillent un certain horaire, ils ont des journées de congé. D'accord? Et on ne met pas des sanctions terribles, on n'organise pas le travail avec des formes très coercitives. Et de plus, les réductionnes s'occupent aussi de donner une certaine instruction aux Amérindiens. Ils ont des hôpitaux, mais surtout, les revenus de réduction sont utilisés pour améliorer les conditions de vie de ceux qui travaillent. Avoir des maisons plus solides, avoir de meilleures nourritures. Ce sont des coopératives, d'accord? Les missionnaires qui ne sont pas intéressés à s'enrichir, oui, ils ont besoin d'argent, mais pas à s'enrichir nécessaire. Malheureusement, les réductions, plus tard, au XVIIIe siècle, vont être toutes détruites. Pourquoi? Parce que le type exploiteur ne supporte pas les réductions. Parce qu'évidemment, les Amérindiens ne sont pas fous, ils se rendent compte d'une disproportion, d'une différence énorme. Les Amérindiens commencent à comprendre qu'il y a des lois qui peuvent réclamer, alors que les réductions se dérangent. Et la pression est énorme auprès des autorités civiles et ecclésiastiques en Europe, qu'on donnera l'ordre aux jésuites, par exemple, de les abandonner. D'accord? Certains vont le faire, d'autres vont rester là. Et quand les jésuites restent, les réductions restent, ils arrivent, les armées des autres, et ils massacrent tout le monde. Autant les indios que les jésuites qui sont restés avec les autres. Il y a un film célèbre des années 80 qui s'appelle La Mission, avec Robert De Niro, qui raconte toute cette histoire de façon magistrale. Question? Oui. Donc, il y a donc c'est comme tous les autorités qui vont mettre comme une armée et après massacrer tout le monde? Oui, ceux qui avaient le pouvoir dans ces colonies-là. En particulier au Paraguay, ça s'est passé. D'accord? Amélie. Donc, avec le christianisme, c'est une façon de concevoir quoi? De concevoir la famille et les relations humaines. Et c'est au combien de siècle de l'Égyptienne?
au XVIIIe siècle. 18e siècle, en 1700. Dernier mot-clé, les métis. Alors que si vous allez dans une grande ville mexicaine ou péruvienne et vous regardez le type humain des personnes qu'il y a là, vous allez voir qu'il y a, oui, quelques blancs, des descendants des colons espagnols, qu'ils appellent, comment ils les appellent là, les créoles, d'accord, qui n'ont rien à voir avec les créoles d'Haïti, non? Los criollos sont des descendants des blancs. On voit aussi des indios, type indios amérindiens. Mais la plupart des gens, surtout dans les villes, ce sont des métis. Et voilà un autre aspect de la colonisation espagnole. Ils ont fait beaucoup de métissage. La plupart des colons qui allaient en Amérique, des Espagnols, c'était des hommes. Les femmes étaient rares. Le même problème que la Nouvelle-France aura plus tard. Où est-ce qu'ils vont chercher les femmes? Auprès des Amérindiennes. Certains vont les marier, donc à faire des familles selon la mentalité des chrétiens, d'accord, la mentalité européenne, une famille. D'autres, par contre, même en dehors du mariage, vont engendrer des enfants. Donc, le métissage était très fort auprès des Espagnols. On verra plus tard, par exemple, que les Anglais ont fait tous les contraires. Ils se sont séparés toujours des populations locales. D'accord? Voilà, c'est tout. Question?